Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bonjour Arnaud, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Présenter, bon, il y a plusieurs casquettes derrière mon profil. Donc, il y a une casquette professionnelle. Donc, moi, je suis bronzier d'art, spécialiste en monture et en tournure sur bronze. Meilleur ouvrier de France dans la discipline de la monture en bronze. Et puis, parallèlement à ça, j'ai une activité d'enseignant en métier d'art sur l'école Boulle. Alors, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour ce métier? Je pense qu'il y a déjà l'histoire personnelle. On est quand même nourri par notre enfance. Donc moi, j'ai un père qui a une formation d'orfèvre et une carrière de designer, donc designer industriel. Donc il y a une sensibilité à l'objet, à la matière, et puis forcément aussi au geste, puisque moi j'ai été éduqué là-dedans, avec en plus parallèlement une éducation aux matières scientifiques, puisque ma mère était scientifique, voilà, puis enseignante également. Donc, en quoi consiste concrètement, précisément, votre métier? En fait, on est dans le champ, enfin les bronziers d'art sont dans le champ des arts décoratifs et du mobilier. Donc, historiquement, nous on intervenait alors il y a différentes catégories de produits. Mais si on se met du côté un petit peu prestigieux du métier, c'est ce qu'on peut trouver à Versailles par exemple, tous les luminaires, les lustres, les appliques, mais également en collaboration avec d'autres corps de métier. Typiquement les ébénistes, ce sont les bronzes que l'on trouve sur les meubles. Voilà, et puis maintenant, alors on n'est pas dans le statuaire a priori. Souvent, quand on parle de bronzier d'art, on imagine que c'est les bronzes, donc les statues. Ça, c'est pas notre métier, ça c'est les fondeurs qui travaillent. Donc nous, on peut faire des reprises éventuellement pour reprendre ce qu'on appelle le feu de fonte. Donc c'est l'aspect, la texture en fait de la surface de la statue, mais c'est pas là notre métier. Et donc actuellement, on est sur des métiers qui sont en général sur du haut de gamme. Pourquoi? Parce que les savoir-faire sont chers et puis les matériaux également. Donc on est sur du haut de gamme sur des objets décoratifs, des luminaires. Vous avez des entreprises du secteur qui réalisent par exemple les luminaires des boutiques de quartier dans le monde entier, des choses comme ça. D'accord. Quand on se lance dans ce métier, est-ce que est-ce qu'on nous apprend la base dans le sens où on nous apprend à travailler avec différents types de matières ou c'est au fur et à mesure? Par exemple, vous travaillez sur une matière en particulier et puis après, ainsi de suite, vous apprenez sur le terrain. Alors là, vous me posez une question qui est extrêmement complexe et qui est au cœur d'un enjeu très très important. C'est finalement comment devient-on artisan d'art? En fait, ce qu'il faut, et là je vous renvoie pour vous éclairer à la définition qui est une définition légale, qui a été réinterprétée par l'Institut national des métiers d'art. Mais s'il faut la résumer, globalement, un artisan d'art est un artisan créateur qui doit maîtriser l'ensemble des process de fabrication qui en général sont complexes, permettant d'aboutir à un objet dans son entité. Et avec une grande sensibilité plastique, artistique, qui permet de créer des pièces qui soient à valeur esthétique et fonctionnelle si on est dans le champ des arts décoratifs, par exemple, ou du mobilier. Donc, quand on parle d'apprentissage pour un artisan créateur, bien, tout de suite, on se pose la question qui est double, c'est comment acquérir la technique et puis comment acquérir et la culture et une démarche de création qui permettent à la fin de réunir les deux bouts et de répondre à cette définition des métiers d'art, ou en tout cas de l'artisan d'art. Donc, toute la problématique de la formation, elle est là. Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est la technique ou le caractère créatif? Et c'est un des enjeux d'un combat que nous menons actuellement en tant que professionnels des métiers d'art, puisque l'éducation nationale semble avoir tranché pour le côté créatif.
alors que nous, de gens de métier, nous sommes absolument convaincus qu'en fait notre création part de la base et donc de la connaissance du matériau, du geste et du métier, qui nous permet ensuite d'élever en fait une création à partir d'un socle très fort. Si vous êtes sur une démarche de création, de design hors sol, le fonctionnement est différent, c'est-à-dire que vous partez d'un concept en considérant que la technique est réductrice, puisque si vous imaginez la technique sans la maîtriser, en fait, vous ne savez pas où aller. Donc le designer hors sol, entre guillemets, va travailler en descendant, concept sans considération technique, alors que l'artisan d'art, qui est créateur par définition, lui va travailler de façon ascendante. Et c'est par la connaissance de son métier, de son geste, de son matériau, la connaissance aussi de tout son écosystème de collaboration ou de sous-traitance, qu'il est capable d'élaborer des produits qui sont censés sortir du commun, puisque nous, en fait, on est toujours, mis à part ceux qui sont dans les branches du métier rattachés à la restauration, mais nous sommes toujours, et nous l'avons été depuis que nos métiers existent, dans de l'innovation et de la création. On nous dit toujours ou souvent que les bronziers d'art sont dans le passéisme du XVIIIe siècle. Moi, j'aurais tendance à vous dire que lorsqu'on était au XVIIIe siècle, les bronziers et les artisans d'art de façon générale étaient vraiment à la pointe de la mode du moment. Ils étaient les gens à la mode. Voilà, quand vous prenez un style Louis XV qui succède au style Louis XIV, il y a quand même une sacrée différence esthétique. Et il était de bon ton de s'équiper avec du Louis XV. À travers votre métier, vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Vous savez, la chose principale qui a son importance quand on est artisan d'art, c'est l'humilité. Parce que cette humilité, ça nous permet de progresser, on se remet en question tous les jours. Ça, c'est juste. Quand on arrive avec des certitudes, c'est qu'on est mort, je pense. Et là, j'ai la certitude que je ne vis plus. Donc ça, c'est essentiel. Et puis cette humilité, elle nous permet aussi d'avoir toujours les yeux qui brillent quand on voit le travail des gens qui sont dans nos réseaux ou des gens qui font des métiers qui ne sont pas les nôtres et qu'on admire. Moi, je suis toujours admiratif de rencontrer des gens qui sont des amis, souvent, dans d'autres métiers, qui font des productions et des créations qui me semblent hors de ma portée. Et ce qui est très amusant, c'est quand on échange, ils pensent la même chose de mon travail. Donc en fait, on s'émerveille. Voilà, s'émerveiller tous les jours, c'est comme le meilleur moyen de rester heureux. Alors, on parlait des jeunes aussi tout à l'heure. Est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets? Déjà, avoir conscience qu'on a un projet. Le gros souci que l'on a dans notre système éducatif, c'est de considérer que la sélection se fasse uniquement sur deux compétences qui sont le langagier et le logico-mathématique. Parce que quand on regarde les évaluations dans le système dit ordinaire, ce n'est que là-dessus. Et si on ne donne pas la possibilité à nos jeunes de savoir qui ils sont, au-delà de ces matières très restreintes dans le champ des intelligences, on ne risque pas d'avoir des projets qui se dessinent. Donc la première chose, c'est donner aux jeunes la possibilité de comprendre qu'ils ont des projets. À partir du moment où ils comprendront qu'ils ont des projets, ils seront capables de trouver l'information sur des formations qui répondront à leurs envies. Et c'est bien le problème, c'est qu'en considérant qu'il faille faire au moins 80% de bacheliers par génération, et finalement on coupe une très très grande partie de ces jeunes de véritables opportunités de formation et donc de vie. Quand on sait que certaines des formations en métier d'art, notamment sur l'école Boulle, en ce qu'on appelle la FMA, formation métier d'art, qui est une formation unique en France et que l'on ne dispense qu'à l'école Boulle, c'est un cursus qui se commence en seconde. Voilà, donc un jeune qui a son passage en seconde générale peut postuler sur une seconde FMA à l'école Boulle, sauf que combien de familles, et en général ce sont les familles, sont prêtes à oser, et je mets beaucoup de guillemets parce qu'en fait c'est une aberration, oser engager leurs enfants dans des filières qui auraient un caractère plus technique ou artistique ou avec une sensibilité différente. Et le problème, c'est que comme les familles ne connaissent pas du tout nos environnements professionnels et notre écosystème, ils sont persuadés que ne faisant pas un bac général, finalement, on se ferme tout le champ des possibles. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en partant sur des filières comme ça qui sont parallèles, on s'ouvre d'énormes possibles. On est dans des secteurs d'activité où il y a beaucoup de travail. Les jeunes formés
sur les métiers d'art. Je parle bien des métiers d'art, attention de ne pas confondre avec l'artisanat de façon générale, hein. Mais les jeunes formés dans les métiers d'art ont en général aucun problème à trouver du travail. Concernant mon atelier sur l'école Boulle, l'atelier issu du métier de monteur en bronze, j'ai régulièrement des étudiants qui ont même signé un pré-contrat de travail avant même d'être diplômés. Oui. D'ailleurs, vous avez créé une association, Eto. Oui, alors c'est une association que j'ai créée en 2008. Alors si vous regardez bien, je n'en suis plus président, moi je l'ai quitté, tout simplement parce qu'au bout de 10 ans, il y a une usure et puis j'ai aussi l'envie d'être engagé sur des projets plus personnels. Mais effectivement, alors cette association, alors je suis plus trop en contact avec eux, je laisse maintenant gérer les jeunes en question, mais dans notre ADN, c'est justement faire du lien entre le grand public et nos formations, le grand public et nos métiers, mais également de valoriser des jeunes qui sortent de nos formations et qui ont besoin de coups de pouce qui ont l'air anodins, mais qui ne le sont pas du tout, parce que certains de nos métiers nécessitent par exemple d'avoir les moyens pour installer un atelier. Alors on est sur des installations qui coûtent cher, des locaux, des loyers qui peuvent, enfin tout ce qui est charges fixes qui peuvent être importantes. Donc en fait, un des objectifs de l'association a été à un moment donné de monter un atelier partagé sur Paris. Donc on était au Grand Voisin, malheureusement le dispositif a fermé puisque la mairie de Paris a fait une opération immobilière dessus, mais donc il y avait un atelier partagé qui permettait, avec la seule cotisation, d'accéder à l'ensemble d'un parc machine et d'installations très bien équipées. Voilà. Mais c'est le genre de projet de dynamique qu'on trouve beaucoup dans les métiers d'art parce que c'est un milieu de gens passionnés et de gens visionnaires. On est effectivement légataire d'un héritage, mais cet héritage, n'est pas dans une posture où on ne fait que regarder le passé. Non, on regarde le passé pour voir ce qui est bon à prendre, mais on est constamment des porteurs de projets. Oui. Alors, question un peu difficile à répondre, mais à travers toutes vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain ? Ce que j'ai appris sur l'être humain, c'est qu'il y a énormément de bêtises sur Terre. Et la bêtise vient souvent des gens qui ont du pouvoir et qui ne savent pas. Et qui imaginent que pour garder le pouvoir, parce qu'ils auraient peut-être un problème de crédibilité, eh bien, il faut travailler sur l'autoritarisme pour imposer des vues. Et le problème, c'est que dans la majorité des cas, c'est pas dans l'intérêt commun. Donc, ce que j'apprends, c'est qu'il y a des forces extrêmement positives dans le monde, mais qu'il suffit de quelques forces très négatives pour planter tout un écosystème. Et c'est vraiment le combat que l'on mène actuellement. Parce que ce sont des gens qui ne savent pas, mais qui prétendent mieux savoir que nous. Voilà, donc pour répondre, le monde est divisé en deux catégories, ceux qui ne savent pas et ceux qui savent. Après, la question, c'est qui a le pouvoir. Oui. Comment avez-vous vécu cette période du Covid? Oui. J'imagine que c'est de ça dont vous parlez. Oui. Comment je l'ai vécu? Bien comme tout le monde, il y a la partie professionnelle et puis la partie personnelle. La partie personnelle me regarde, mais comme j'imagine la majorité des gens, c'est une forme d'étouffement quand même au quotidien. Après, d'un point de vue professionnel, ce qui aide mon engagement sur les formations et l'école Boulle, nous, on l'a pas trop ressenti parce que, mis à part le premier confinement où les cours ont été arrêtés, le reste du temps, on a continué à travailler. Donc, finalement, de la reprise en mai-juin de l'année dernière jusqu'à maintenant, on n'a guère eu que les 2 semaines autour des dernières vacances scolaires avec du distanciel. Sinon, tout le reste, on a continué à travailler normalement. Donc, je ne vais pas vous cacher que ça nous a pas énormément affecté. Par contre, ça a beaucoup affecté le moral des étudiants qui sont déjà un petit peu malmenés par la réforme des métiers d'art, enfin des formations métiers d'art, qui, eux, n'avaient plus cette soupape de décompression qu'on appelle la vie étudiante, hein, et qui est très riche sur l'école Boulle, où on peut se retrouver, puis penser à autre chose. Voilà, et puis même parfois aussi reconstruire le monde, puisque quand on va dans les cafés où nos étudiants se retrouvent, on se rend compte que c'est là aussi que se construisent les futures associations, les futures collaborations, les montages d'ateliers partagés, des choses comme ça. Alors, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a touché, marqué, transformé au cours de votre carrière ?
Une anecdote qui m'a touché, marqué, transformé. Je crois qu'on se transforme tous les jours. Après, le problème, c'est que là, on est dans une période tellement négative que j'aurais tendance à m'arrêter sur des anecdotes qui m'ont transformé, mais de façon négative, et c'est pas trop mon état d'esprit. Non, je peux pas vous répondre comme ça, et puis j'ai pas envie d'être sur du négatif. Donc, mais bon, au quotidien, on est nourri des rencontres, des histoires, des petites histoires, des grandes histoires. Et en fait, il y a tellement de rencontres et tellement de moments où tout d'un coup on prend une sorte de claque ou une remise en question, des choses comme ça, qu'en fait, j'en ai pas eu qui sortent spécifiquement du lot. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse toujours à vouloir continuer et à transmettre? Ah bah c'est la passion de nos métiers, c'est l'intérêt du pays, parce qu'on doit défendre aussi tout un pan de notre économie, de notre créativité, de notre création et de la fabrication de richesses. Et puis surtout ne pas oublier tout simplement un humanisme complètement tourné vers les étudiants. Enfin, on a quelque chose à la transmettre. On est simplement des passeurs d'un héritage et on n'en est pas propriétaire. Donc si on n'a pas cette intention de le transmettre, cet héritage, c'est un vol. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter. Il faut continuer à passer tout ça et à enrichir aussi pour repenser continuellement nos métiers pour demain. Alors, question peut-être un peu difficile à répondre, mais à travers ce que vous faites, les artisans, qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, apporter aux gens, en fait, à la société? Alors attention, parce que dans votre question, il y a quelque chose qui complexifie les choses. Vous m'avez dit en tant qu'artisan. Vous savez, les artisans, le statut d'artisan, vous prenez un chauffeur de taxi, il a un statut d'artisan, vous prenez un plombier aussi, vous prenez un gaufreur d'art, a priori, ils sont tous artisans à la Chambre des métiers. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on est vraiment dans le domaine de l'artisanat d'art. Et si votre question est qu'est-ce que l'artisanat d'art apporte aux gens, je crois tout simplement que on a besoin de voir du beau et on a vocation à proposer du beau aux gens. Donc regardez, les gens ont quand même envie d'avoir dans leur intérieur ou dans leur vie, dans leur quotidien, des objets qui les fassent vibrer. Et nous, c'est notre vocation, faire des objets qui vibrent pour plaire aux gens. Après, on peut ensuite rentrer dans des considérations d'ordre social. Est-ce que un travail qui fait vibrer nos vies doit simplement se contenter de s'adresser à des gens qui ont les moyens de l'acheter? Moi, je serais tenté de dire que si vous ne vous adressez pas à des gens qui ont les moyens de l'acheter, ça veut dire que c'est l'artisan d'art qui ne vit pas, parce qu'il va vendre des très très beaux produits, mais à des prix qui font qu'il travaille à perte. Donc ça, c'est l'écosystème qui fait ça. On met beaucoup de temps. Il faut voir que nous, quand on sort une pièce, c'est pas simplement le temps de la fabrication de la pièce, il y a aussi tout le temps. Vous savez, vous parliez d'anecdotes, et ben il y en a une, voilà. Je crois que c'est mon collègue tourneur d'art qui, à un moment donné, était questionné sur le temps qu'il mettait pour réaliser une pièce. Il disait, ça, je mets à peu près 1h30 pour le faire. Et le client de dire, rien, pour 1h30, c'est très cher. Oui, mais attendez, j'ai mis 1h30 et 25 ans. C'est-à-dire que c'est ce travail de 25 ans qui, tout d'un coup, fait que cet objet exceptionnel va mettre 1h30 à être fabriqué. Et l'artisanat d'art, c'est ça. C'est-à-dire qu'en amont, il y a ce temps long de l'apprentissage, ce temps de l'expérimentation, ce temps de la maîtrise de la matière, et puis aussi ce temps de création. Et ce temps de création, c'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est très immatériel, mais quand vous allez vendre votre objet, vous êtes bien obligé de l'intégrer, puisque ça fait partie du coût. Il faut continuer à manger tous les jours, à payer son loyer. Et donc, de fait, ça nous met dans un écosystème artisan d'art client qui est sur du haut de gamme. Mais voilà, le fait de vendre nos pièces chères, ça nous permet de vivre correctement, honorablement. Alors, y a-t-il une matière qui est plus compliquée à travailler que d'autres? Vous m'avez demandé s'il y avait une matière plus difficile à travailler que d'autres? Oui. Eh bien oui, celle que l'on n'a pas appris à travailler. Si vous me parlez des laitons, des métaux de façon générale, pour moi, c'est pas compliqué à travailler.
Si vous me parlez des tissus ou des matières molles de façon générale, ben moi je vais avoir du mal à le travailler. Alors bien évidemment, j'ai un bon sens et une connaissance et une maîtrise du geste qui va me permettre de très vite apprendre. Mais si vous n'avez pas expérimenté le matériau, il n'est pas simple. Donc dans l'absolu, il n'y a pas facile ou compliqué, mais il y a simplement ce que l'on a appris à travailler, ce que l'on n'a pas appris. Alors pour finir, est-ce que vous voulez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes en tant que valeur humaine? Bah, tous ceux qui sont passés avant nous dans nos métiers, qui ont construit tout cet héritage que l'on récupère. Ensuite, si je dois m'intéresser à ma petite vie ridicule, bah forcément mes parents, parce que ce sont eux qui m'ont construit au départ. Et puis ensuite, ce sont des rencontres. Et puis ces rencontres, elles sont tellement importantes, mais aussi trop nombreuses pour finalement mettre un nom sur la table, parce que ça serait peut-être manquer de considération ou donner l'impression de manquer de considération pour d'autres qui ne seraient pas nommés. Donc voilà, je me contenterai de mes parents, c'est moi qui vends. Bah super Arnaud, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et partage. Et puis voilà, on continue l'aventure, quoi. Très bien, bah écoutez, je vous remercie. Bonne journée à vous.